Bienvenue dans Azur Politique. Comme chaque jeudi, votre rendez-vous politique sur BFM Nice Côte d'Azur. Chaque jeudi soir, nous recevons donc celles et ceux qui font la vie politique de la Côte d'Azur et des Alpes-Maritimes. Émission en partenariat avec Nice Matin. Denis Caro, directeur des rédactions, est à mes côtés. Bonsoir Denis. Bonsoir Denis. Et ravi de te retrouver. Et notre invitée est Alexandra Valletta-Ardisson, députée La République En Marche de la 4e circonscription des Alpes-Maritimes. Bonsoir. Au sommaire d'Azur Politique, la question épineuse des frontières dans les Alpes-Maritimes sont-elles un problème ou bien un atout? C'est en tout cas un sujet brûlant. Des milliers de réfugiés, des passeurs aussi ont encore été interpellés cette année à la frontière italienne. Focus aussi ce soir sur la crise sanitaire. Autre enjeu qui se joue à nos frontières. Comment s'appliquent aujourd'hui les restrictions liées au Covid? Pour en parler, donc, notre invitée ce soir, Alexandra Valletta-Ardisson. Et puis tout à l'heure, pour le face-à-face, nous accueillerons l'avocate Mireille Damiano, membre de l'association Roya Citoyenne. Azur Politique, c'est parti. À notre frontière des Alpes-Maritimes, l'Italie, par laquelle transitent chaque année plusieurs dizaines de milliers de réfugiés, des migrants qui pour beaucoup ont traversé la Méditerranée. De janvier à octobre 2021, même à début décembre en fait, près de 29 000 migrants ont été appréhendés à la frontière et plus de 500 passeurs, 591 passeurs précisément. On a l'impression que c'est une crise sans solution. Est-ce que c'est aussi votre avis ? C'est une crise qui dure, c'est une crise qui n'est pas prête de se terminer. Des solutions, on essaye d'en trouver. Ce qui est certain, c'est que les solutions ne pourront pas et ne peuvent pas venir uniquement de la France. Et ces solutions doivent être vues à l'échelle européenne. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Alors, 29 000, on le rappelle, c'est le nombre de personnes appréhendées à la frontière. Mais il y en a d'autres qui passent. Est-ce qu'on sait combien de personnes arrivent à franchir cette frontière ? Non, on ne le sait pas exactement. Et quand on dit 29 000 appréhendés, ça peut parfois être plusieurs fois la même personne. Étant donné qu'il n'y a pas de prise d'empreintes systématiques qui sont faites, dans le décompte qui est fait, ça peut, et c'est souvent plusieurs fois la même personne qui tente de passer. Et quand on ne voit plus la personne, souvent, ça veut dire qu'elle a réussi enfin passer. Donc les chiffres exacts, honnêtement, on ne les a pas. Vous le disiez, la solution est européenne. La semaine dernière, lors de sa conférence de presse sur la présidence française de l'Union européenne, Emmanuel Macron a plaidé pour une Europe capable de maîtriser ses frontières. Par quoi cela peut passer ? Il a clairement annoncé quelques débuts de piste, une refonte de Schengen. Il faut vraiment qu'on travaille sur Schengen. En tant que parlementaire français et avec certains de nos collègues européens, on essaie de travailler aussi sur Dublin. Il faut refondre le règlement Dublin qui n'est absolument plus adapté. Ça passe aussi par une véritable armée européenne, ça passe par une consolidation de nos frontières extérieures et ça passe aussi par une aide aussi au développement des pays africains. Quand vous dites refondre Schengen, ça veut dire rétablir les frontières au sein de l'Europe ? Alors moi je suis pour le maintien des frontières, j'allais dire au sein de l'Europe. On en a actuellement la frontière italienne, je peux vous assurer, vous venez, elle est bien présente, il y a des contrôles, donc elle est déjà en place par différents processus. Ça veut dire que la libre circulation au sein de l'espace Schengen n'est déjà plus tout à fait la même qu'auparavant ? Ça veut dire que pour des raisons particulières, quand il y a des crises, quand il y a des risques de terrorisme, quand il y a différentes manifestations qui peuvent se produire, on a la possibilité, c'est réévaluer tous les 6 mois, de remettre en place les frontières et c'est ce que la France fait depuis quelques années, mais comme d'autres pays européens. Donc c'est pour ça que depuis quelques années, on a de nouveau des frontières qui sont rétablies avec des contrôles qui sont opérés, comme sur la frontière franco-italienne. 600 passeurs interpellés depuis le début de l'année. Est-ce qu'on lutte suffisamment contre les réseaux de passeurs ? On fait tout notre possible, ce qui est sûr. Mais c'est sûr que si demain on arrive à avoir une plus grande force européenne, force militaire, force armée, force de sécurité européenne, on pourra, j'allais dire aussi à l'échelle européenne, lutter contre ces passeurs. Je veux dire, c'est eux, j'allais dire quelque part, qui sont le plus à blâmer dans tout ça. Ils se font de l'argent sur la misère humaine. Donc en France, c'est vrai qu'on a des chiffres qui actuellement sont en forte hausse. On a des forces de l'ordre qui sont mobilisées, on a un gouvernement qui est mobilisé. Donc on voit bien qu'on interpelle de plus en plus de passeurs, mais c'est vrai que si ça pouvait être fait à l'échelle européenne, si les Italiens pouvaient un peu plus, si on pouvait aussi interpeller, même sur la partie méditerranéenne, c'est vrai que ça aiderait à limiter d'une part les flux migratoires et ces drames humains, parce qu'on parle quand même de personnes humaines. Alors justement, on parle de personnes humaines. Justement, pour illustrer cette problématique, notre reporter Julie Druot a accompagné la police aux frontières dans son travail au quotidien. Regardez. Sortez là, monsieur. S'il vous plaît. Des interpellations comme celle-ci,
La gendarmerie en effectue des dizaines par jour à la gare de Menton. Ici, c'est le premier point de passage autorisé après la frontière italienne. Si elles ne remplissent pas les conditions pour entrer sur le territoire national, elles sont ce qu'on dit non admises. On leur refuse d'entrer sur le territoire national et on les réachemine en Italie. C'est d'ailleurs à la gare de Menton-Garavant que le plus de personnes sont appréhendées. Mais les forces de l'ordre patrouillent sur d'autres points stratégiques. Donc ici, un passage qu'on appelle le pas de la mort, une route utilisée par les migrants et qui donne souvent l'occasion d'envoyer des moyens aériens. Des moyens aériens pour la recherche des individus, un dispositif efficace. Pour autant, la police aux frontières reste à l'affût de la moindre trace. Là, on est sur un refus, donc une personne, un refus d'entrée qui a été notifié par la police aux frontières. La personne a été remise en liberté. Après le refus d'entrée en Italie, et elle a retenté sa chance, elle s'est débarrassée des papiers qu'elle avait. Parce qu'en général, ils nous donnent toujours des identités différentes. Pour atteindre leur destination, les migrants montrent une détermination à toute épreuve. Ils n'hésitent pas à se créer des chemins à travers les frontières. Le grillage, vous avez un ancien grillage là-bas, c'est la frontière franco-italienne. Donc là, on est à la limite du territoire. Beaucoup se retrouvent alors sans abri à Vintimille. On est là, ça fait 4 jours. C'est le cas de ces hommes originaires de Côte d'Ivoire, plusieurs fois refoulés par les autorités ces derniers jours. Mais on ne comprend pas c'est quoi qui se passe, tu comprends? Mais quand on s'en va là-bas chaque fois, on nous fait retourner 4 fois, 5 fois, 7 fois. Je couche chaque jour sur les rails. Mais pourquoi nous, on n'est pas libre de circuler? On n'a pas un droit comme les autres? Il y a des femmes enceintes avec des enfants. Est-ce que c'est joli à voir? Non. Ils allaient chercher la solution rapidement. La situation à la frontière franco-italienne soulève de nombreuses questions à l'heure où les chiffres d'interpellation atteignent des records. En 2021, près de 30 000 personnes ont été raccompagnées en Italie et environ 600 passeurs interpellés par les forces de l'ordre. C'est une frontière passoire ? Bien sûr que non, c'est pas une frontière passoire, mais c'est une frontière qui a une particularité géographique avec des montagnes, avec la mer. Donc on a des hommes qui sont déployés, mais comme il est hors de question qu'on érige des barbelés ou un mur, c'est une frontière où il y a malgré tout des pistes qui peuvent être empruntées par des personnes en situation irrégulière. On voit ces situations inextricables, cette forme de traque. Est-ce que le problème ne vient pas en partie du fait qu'on a du mal à coopérer avec les Italiens ? Non, je pense qu'il y a une excellente entente avec nos amis et nos voisins italiens. D'ailleurs, il y a une brigade mixte depuis quelques mois qui œuvre sur le territoire, enfin sur les deux territoires. Donc non, au contraire, il y a une excellente collaboration avec nos amis italiens. C'est juste que les flux migratoires sont ce qu'ils sont, qu'ils ont tendance à augmenter. Et les forces de l'ordre font ce qu'elles peuvent pour faire leur métier dans les meilleures conditions possibles. Et elles sont suffisamment nombreuses, les forces de l'ordre ? Alors, elles ont augmenté. Ces derniers mois, ces dernières années, elles ont augmenté de par la volonté du président de la République. Est-ce qu'elles sont suffisantes ? Elles sont ce qu'elles sont. Donc elles ne sont pas suffisantes. On peut toujours les augmenter, bien évidemment, mais il y a déjà de gros efforts qui ont été faits et c'est à souligner. Allez, on va passer au face-à-face. Chaque semaine, notre invité politique est face à un contradicteur, ou plutôt une contradictrice cette semaine. Bonsoir Mireille Damiano. Bonsoir. Donc vous êtes avocate et membre aussi de l'association Roya Citoyenne. J'imagine que les propos de la députée Alexandra Valletta-Ardisson vous font peut-être réagir. Écoutez, bien sûr, mais en tout état de cause, on connaît bien la frontière franco-italienne et je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est depuis 2015 que la France a réintroduit le contrôle aux frontières intérieures, sous le prétexte, entre guillemets, de terrorisme persistant, mais maintenant au titre du virus qui circule, donc on coupe la frontière. Ça veut dire des contrôles incessants, effectivement, et je vous donne un chiffre parce que je m'en suis inquiété auprès de nos observateurs associatifs qui sont à la frontière. On a actuellement entre 100 et 170 personnes qui sont refoulées chaque jour. Le problème, c'est que parmi eux, il y a des mineurs qui, eux, on ne peut pas leur opposer le passage irrégulier d'une frontière et on doit les accueillir. Ça n'est pas fait et ça n'est pas régulièrement fait. On l'a dénoncé depuis beaucoup de fois, bien sûr. Et surtout, j'ajoute que c'est pas parce qu'on coupe une frontière, c'est pas parce qu'on met des contrôles qu'on ne doit pas respecter les règles qui sont celles de notre code. Et ça veut dire que depuis maintenant 5 ans, 6 ans, on n'enregistre pas une seule demande d'asile à la frontière, alors qu'on a des personnes qui sont demandeurs d'asile et qui, effectivement, le disent et ne peuvent pas les faire enregistrer. Alors, il y a une différence entre faire un contrôle qui est du ressort de l'État et de sa souveraineté, et puis le faire dans des conditions irrégulières. C'est ce que nous dénonçons principalement. Donc, ce que vous dites, c'est que la France ne respecte pas le droit, en fait.
Pour moi, Exactement. et là c'est un des gros désaccords que nous avons tous les deux, même si sur certains autres sujets on est parfaitement d'accord. Sur celui-là on est en désaccord. Pour moi la France respecte bien évidemment le droit national, et il y a même depuis quelques semaines, depuis quelques mois, des traducteurs qui sont mis au poste frontière à chaque fois que quelqu'un demande l'asile. Bien évidemment la demande d'asile est enregistrée, et quelqu'un qui se prétend mineur, s'il y a un doute ou autre, une enquête est faite, et les mineurs sont après, j'allais dire, apportés entre guillemets au conseil départemental qui, avec l'aide sociale à l'enfance, s'en occupe. Il y a même un centre qui a ouvert il y a quelques mois à Sainte-Agnès qui permet d'héberger... Que ça. Oui, 2 ans, à peu près 2 ans, qui a été ouvert à Sainte-Agnès, où il reste même des places, un centre qui a été ouvert par le conseil départemental. Donc aujourd'hui, on a des forces de l'ordre qui font leur travail, qui respectent le droit, et on a un conseil départemental qui joue et qui assume son rôle. Vous voyez, je défends le conseil départemental qui joue et qui assume son rôle d'aide et de protection de l'enfance et des mineurs. Si on arrive aujourd'hui à ce que certains mineurs, effectivement, passent le sas de la frontière aujourd'hui, c'est parce qu'on a dénoncé des pratiques qui étaient insupportables, y compris d'ailleurs celle d'enregistrer des dates de naissance qui n'étaient pas les leurs, celle aujourd'hui de récupérer des jeunes d'ailleurs qui viennent de Sainte-Agnès et qui sont sur un chemin, parce que leur chemin passe aussi par rejoindre de la famille et ailleurs, et qui sont raccompagnés après 18 heures à la PAF de Menton, qui les raccompagne au service des policiers italiens et qui se retrouvent du coup en Italie alors qu'ils ont été précédemment évalués mineurs. Vous comprenez bien que ces dysfonctionnements-là, c'est pas du tout le sens de ce que nous devons faire. Les signalements qu'on a faits sont des signalements qui ne sont pas faits de gaieté de cœur. Moi, je veux bien l'entendre, mais vous avez combien de signalements et de dysfonctionnements par rapport au nombre? Tous les jours. Tous les jours. J'ai des rapports qui sont au jour le jour sur les personnes qui sont interpellées, la manière dont elles sont interpellées, et si le fait de retenir leur nom, et vous parlez d'une analyse effectivement qui doit être faite par cas. C'est la règle. Sauf que on retient le nom, ça fait 1 minute en général, et quand il y a un interprète, c'est 1 minute au téléphone. Ça n'est pas une analyse de la situation précise des personnes. Pour être quasiment, je ne vais pas vous dire quotidiennement, mais très régulièrement à la frontière, en plus j'habite à côté, donc pour être très régulièrement sur la frontière, moi je ne constate pas ce que vous constatez. Donc nous avons nos observateurs qui sont très précis. Et pas le même constat, mais alors en clair, ça veut dire qu'un mineur et même un migrant qui par ailleurs souhaite déposer une demande d'asile en France, il peut le faire ou pas? Il le fait. Pour moi, il le fait. Alors, le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas en train de dire que la frontière n'est pas contrôlable. La question n'est pas là. Je dis simplement que nous avons des engagements internationaux, que ces engagements internationaux et nationaux d'ailleurs doivent être effectivement respectés. C'est le cas. Et que malheureusement, nos constats ne sont pas ceux-là par rapport aux mineurs, puisque vous savez que je m'occupe beaucoup des mineurs étrangers, effectivement, et de leur accueil. Mais je peux vous dire que les examens qui sont faits de leur isolement et de leur minorité nous posent beaucoup, beaucoup de soucis. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'est pas fait avec beaucoup de bienveillance. Et c'est extrêmement compliqué de déterminer si un mineur l'est effectivement. Bien sûr que c'est compliqué. Mais le problème étant que lorsqu'ils arrivent, ils ont quelquefois des éléments qui sont des éléments soit dans un téléphone, soit parce qu'ils ont une copie d'acte, soit parce qu'ils dénoncent quelque chose. Et la minorité déclaratoire, elle n'est pas dans un premier temps forcément accompagnée d'un acte, mais même quand elle l'est, elle est remise en cause. Et vous parliez des Italiens, mais quelquefois, heureusement que les carabiniers sont là, parce qu'ils raccompagnent à la frontière française des mineurs en disant « prenez bien vos mineurs ». C'est là où on a un point d'accord. Moi, j'ai un point d'accord avec Mme Miano, c'est ce qui concerne les mineurs. Je pense, alors là, on sera peut-être en désaccord, je pense que les mineurs, c'est un vrai sujet. C'est un réel sujet qui doit être traité différemment. Les réfugiés aussi. Et les réfugiés. Mais je pense que les mineurs, c'est un réel sujet et qu'on doit le prendre à bras le corps et que peut-être il y a une question qui va se poser. Est-ce que ça doit toujours rester de la compétence du département et de l'ASE? Parce que ça, c'est un vrai sujet. Ou est-ce qu'on part du principe que comme on parle d'immigration, parce que c'est de l'immigration, c'est pas parce que ce sont des mineurs qu'il ne s'agit pas d'immigration, c'est à l'État de reprendre le contrôle là-dessus afin de pouvoir assurer. L'État prend déjà en charge toute la période d'établissement. Mais pas tout. De la minorité. Et on se retrouve aujourd'hui avec des départements qui ont des coûts exorbitants pour gérer des mineurs. Et on a maintenant aussi, il faut bien le dire, des personnes
âgées, des personnes de 20, 30 ans, j'en ai vu, qui arrivent maintenant systématiquement, qui disent « je suis mineur ». Donc, à un moment donné, c'est facile de faire dans du sentimentalisme, j'allais dire, à l'excès, mais on a aujourd'hui aussi... Pardon, mais la protection des mineurs, c'est c'est essentiel. C'est essentiel. Mais quand vous avez des personnes qui se pointent et qui ont, j'allais dire, une apparence qui est plus âgée que la mienne et qui vous disent « on est mineur », permettez-moi de comprendre que les forces de sécurité à la frontière peuvent se poser des questions et peuvent remettre en doute la parole de la personne. Moi, je vous dis derrière, vous avez dit tout à l'heure quelque chose de très juste, derrière tous ces dossiers, c'est des gens, c'est des personnes. Et c'est vrai que Nice Matin, il y a quelques jours, fait quand même état d'un mineur de 15 ans, frigorifié, en hypothermie, qui est retrouvé à Breil. Oui. C'est précisément le mauvais traitement à la frontière et les risques. Je ne suis pas d'accord avec vous, Madame Daniel. Vous avez 27 C'est un mineur qui est passé par des chemins, à mon avis. C'est quoi cet terme de mauvais traitement? Et pourquoi vous pensez qu'ils prennent ces risques-là? Mais parce que, précisément, la frontière est difficile à passer. Si on les accueillait normalement, si on faisait l'analyse au cas par cas de ces personnes... Vous voulez envoyer le message qu'en France, on peut accueillir toutes les personnes qui ont envie? Vous imaginez pour les années à venir la difficulté à gérer tout ça? Vous imaginez le message qui serait envoyé si en France, systématiquement, on se met à accueillir toutes les personnes qui en ont envie? Vous avez parlé de Schengen tout à l'heure, très justement, et vous avez dit que la Commission européenne est en train de se pencher sur Schengen. Oui. Alors, et je compte sur la présidence française d'Emmanuel Macron de l'Union européenne pour le faire. En ce qui nous concerne, j'ai regardé le texte prévu, en ce qui nous concerne, ça ne changera rien, parce qu'on a un accord franco-italien de renvoi en Italie des personnes qui sont passées par l'Italie. Donc pour nous, ça changera strictement. Vous parlez de Dublin? Alors, non, ce face-à-face... La Commission européenne, ce qu'elle a en magasin maintenant, et qui va être traité... Pour nous, ça ne changera pas grand-chose. Mireille Damiano, ce face-à-face se termine déjà. Je vais juste vous montrer une citation qui va peut-être vous faire réagir et peut-être, qui sait, vous mettre d'accord. Hier soir, Emmanuel Macron s'est longuement exprimé et sur l'immigration. Voici ce qu'il a dit. Nous aurons besoin de cette immigration de travail qui est limitée, choisie, maîtrisée pour faire tourner notre économie. On manque de main-d'œuvre dans des secteurs comme la restauration, dans les Alpes-Maritimes. Est-ce qu'il n'y a pas une solution quand même de ce Mais moi, côté-là? je suis d'accord et c'est pour ça que je suis pour l'instauration des quotas. C'est la différence entre l'immigration de travail, parce que j'ai écouté le président Macron, moi aussi, effectivement, et l'immigration solidaire. Et c'est celle qu'on revendique. Et nous, on veut une immigration choisie. Merci beaucoup, Mireille Damiano, d'être venue débattre sur ce plateau. Et la frontière, on l'a déjà un petit peu évoqué, est aussi devenue une question sensible pendant la crise sanitaire. Fallait-il la fermer, la contrôler davantage pour limiter les mouvements de population en cette période de pandémie? L'Italie impose de nouvelles restrictions qui sont entrées en vigueur d'ailleurs aujourd'hui. Est-ce que ça sert à quelque chose quand le virus circule autant? Cette question, on pourrait se la poser dans ces cas-là depuis janvier 2020, depuis l'apparition de la Covid. On a la chance d'avoir encore des États souverains qui peuvent prendre des décisions. L'Italie a décidé de nouveau de resserrer les conditions d'accès à leur pays. Moi, la seule chose que je vois aujourd'hui, c'est qu'on a été mieux préparé que lors du premier confinement ou lors de la première décision de l'Italie, où on a eu des couacs, disons-le clairement, le long de la frontière avec des travailleurs transfrontaliers qui n'ont pas pu se rendre ou se déplacer. Aujourd'hui, on a réussi à régler tout ça. Donc aujourd'hui, ce que je me dis, c'est qu'on est mieux préparé, on s'organise mieux avec nos voisins européens lors des mesures qui sont prises sanitaires. Est-ce qu'il faut aujourd'hui imposer les mêmes mesures, les mêmes restrictions aux Italiens ? Le principe de la réciprocité, c'est un véritable sujet qui avait été, j'allais dire, longuement abordé lors des premiers confinements. Je crois savoir, comme beaucoup d'entre nous, que le président ou le gouvernement a prévu de faire quelques annonces dans les jours à venir. Vendredi. Voilà, donc attendons de voir. Peut-être qu'on en arrivera aussi à ce principe de réciprocité. À ce jour, je ne peux pas vous dire. Oui, parce que dire aux Maralpins, finalement, qui se rendent régulièrement en Italie, on leur applique de nouvelles restrictions, mais ce n'est pas le cas dans l'autre sens. Ça pose problème tout de même, non ? Ça pose problème, sauf que pour les travailleurs, ils peuvent continuer à passer. Si vous voulez aller faire vos courses, vous êtes à Menton, vous voulez aller faire vos courses à Vintimille, vous pouvez toujours y aller. Donc ça n'impose pas vraiment pour les Maralpins de grosses restrictions. Alors il faut un test négatif récent tout de même du coup. Pas si vous faites juste passer pour quelques heures. Alors, et pas les travailleurs transfrontaliers, c'est vrai. Mais quand même, il y a des exigences vis-à-vis des travailleurs transfrontaliers. Il y a un pass sanitaire imposé au travail en Italie.
Oui, qui concerne les travailleurs français. Oui, mais moi, ce que je vois, c'est que j'ai par exemple les habitants de Tende qui, pour se rendre à Menton, passent plusieurs fois par l'Italie. Et ça avait créé des couacs lors du premier confinement parce qu'on n'était pas préparé, parce qu'il y avait la diplomatie n'était pas rentrée, j'allais dire, en action. Et donc, il y avait eu quelques jours de flottement et de dysfonctionnement avec nos amis italiens. Cette fois-ci, c'est réglé. Donc, aujourd'hui, j'allais dire, les choses, pour moi, fonctionnent comme elles devraient, comme elles doivent fonctionner. On a eu les mêmes problèmes avec Monaco. Comment expliquez-vous à l'époque que côté droit du trottoir, côté Beau Soleil, côté français, les restaurants et certaines boutiques étaient fermées, alors que de l'autre côté du trottoir, tout était ouvert. Donc c'est pour ça que ça a créé, lors des premiers confinements, quelques... Avec les discothèques d'ailleurs, c'est à nouveau le cas, puisque les discothèques sont à nouveau fermées chez nous. Oui, je n'exclus pas peut-être, mais je ne sais pas que le gouvernement princier, vu le taux d'incidence que nous avons dans les Alpes-Maritimes qui n'a jamais été aussi élevé, je n'exclus pas que la principauté peut-être prendra les mêmes mesures. C'est un État souverain, je veux dire on ne peut pas les obliger, mais ils sont bien conscients de toute façon que si eux, ça reste ouvert, une bonne partie des Maralpins risquent d'aller festoyer, j'allais dire, chez eux. Donc ils prendront leurs responsabilités, mais je ne doute pas qu'ils feront les choses dans le bon sens. Emmanuel Macron a estimé hier soir qu'avec 90% de vaccinés, on n'était pas très loin de l'obligation vaccinale. Est-ce qu'il va falloir en passer par là ? Je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas répondre à la place du président de la République. À titre personnel, je ne suis pas pour une obligation vaccinale. Je suis peut-être pour plus de sanctions pour les personnes qui ont des faux passes, parce qu'ils mettent en péril et en danger la vie des autres. Et ils surchargent aussi nos hôpitaux, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les personnes qui sont en réanimation, ce sont pas majoritairement, mais pour beaucoup des personnes. Un tiers au CHU de Nice des patients hospitalisés pour Covid portaient un faux pass sanitaire. Donc moi, je suis pour, j'allais dire, des pénalités et des mesures beaucoup plus, j'allais dire, coercitive par rapport à ces personnes-là. L'obligation vaccinale, je pense que de nous-mêmes, comme l'a dit le président de la République, on y est plus ou moins. On va passer aux questions d'actualité, les questions cash. De nouvelles élections municipales vont se tenir à Menton à la fin du mois de janvier. Alexandra Valletta-Ardisson, est-ce que vous serez candidate ? Je peux pas vous répondre aujourd'hui. De tous les candidats potentiels, connus ou imaginés, je suis peut-être la seule qui a un autre mandat en cours et pas des moindres, un mandat de parlementaire. Qui dit mandat de parlementaire dit des gros dossiers en cours, la reconstruction de la Roya, le désengorgement de la vallée des Paillons et tout un tas d'autres dossiers. Choisir aujourd'hui d'aller me présenter à Menton, ça veut dire aussi renoncer à continuer de mener à bien certains dossiers. Donc il y a une histoire de responsabilité. Il y a peut-être une ambition personnelle, peut-être une envie, en tant que mentonnaise depuis plusieurs générations de par mon père, une envie de m'impliquer dans ce territoire que j'aime profondément. Mais je suis aussi une personne responsable et une personnalité politique responsable. Et aujourd'hui, la question, c'est où est-ce qu'on a le plus besoin de moi. Donc arrêter des dossiers, arrêter un travail en cours, c'est quelque chose qui psychologiquement et déontologiquement, on va dire, me pose problème et me pose question. Donc je ne peux pas aujourd'hui vous répondre à cette question. Je suis en train d'y réfléchir. Mais est-ce que vous êtes dans cette réflexion-là et est-ce que votre décision est prise ou vous vous donnez encore du temps ? Non, je me donne sincèrement encore du temps pour l'apprendre, pour peser, j'allais dire, toutes les conséquences d'une telle décision. Comme je vous l'ai dit, la reconstruction de la Roya mérite et doit avoir un parlementaire qui s'en occupe et qui se bat. Le désenclavement de la vallée des Paillons également, et on y travaille avec Christian Estrosi. Donc il y a tout un tas de dossiers sur lesquels j'ai des personnes qui comptent sur moi et qui comptent sur mon soutien. Donc ça serait aussi les laisser de côté et les abandonner. Donc je ne peux pas me permettre aujourd'hui de ne réfléchir que par rapport à moi-même. Il faut que j'essaye vraiment de me dire où est-ce que je peux être le plus utile. Et quelque part, avec Jean-Claude Guibal, vu qu'il y avait le non-cumul des mandats, on avait réussi pendant 4 ans à former un tandem. C'était le maire, j'étais la députée, la parlementaire. Le territoire n'a jamais eu autant de subventions que depuis qu'on avait réussi à former ce tandem. Donc on avançait ensemble. Si demain, il y a un candidat à la mairie de Menton, avec une liste qui tient la route, avec un vrai projet pour le territoire, je n'exclus pas de partir en partenariat et en binôme avec lui, comme je l'avais fait avec Jean-Claude Guibal, pour faire avancer le territoire. Aujourd'hui, on parle de clan, on parle de guerre, on parle de tout un tas de choses. On ne parle plus de Menton, on ne parle plus du territoire, on ne parle plus des Mentonnaises et des Mentonnais. Il y a une situation qui est extrêmement confuse. 3 anciens proches de Jean-Claude Guibal ont été placés en garde à vue suite à une plainte de l'actuel maire Yves Juel. Comment on peut sortir de cette situation à Menton ?
Alors moi, je me permettrai jamais de commenter des affaires judiciaires qui sont en cours, surtout qu'à Menton. C'est aussi et avant tout une affaire politique. Celle-là, on peut la commenter au moins. J'aurais souhaité que la majorité trouve un accord et qu'ils se mettent ensemble pour terminer les 4 ans. À partir du moment où ça a été impossible, le fait qu'il y ait de nouvelles élections, je pense que c'est la meilleure des solutions pour les Mentonnaises et les Mentonnais. Ceci étant, on se retrouve à devoir faire des élections dans un délai extrêmement court, où ça va être très compliqué pour des gens de faire un réel programme, qu'on est aujourd'hui sur pas mal de personnes avec de la délation, avec des rancœurs, avec des pressions. Même moi, j'allais dire, on m'a mis des pressions et des menaces. Donc ça prend vraiment... Des menaces de quel ordre ? Des menaces pour pas que je me présente, des menaces avec des insultes. Donc ça prend des proportions, j'allais dire, absolument mais inimaginables et inadmissibles. On a un territoire, on a une perle là-bas, mais vraiment, on a un territoire qui mérite qu'on se batte pour lui, qu'on le protège. Qu'est-ce qui peut justement arrêter ce naufrage politique là auquel on assiste ? De nouvelles élections et ça se calmera. Je pense que les Mentonnaises retournent aux urnes, c'est une très bonne chose, réellement. Et je pense que le nouveau maire qui sera élu aura du coup toute légitimité pour les 4 années à venir à travailler intelligemment pour la commune des administrés. Mais je dois être vigilante sur qui sera candidat et surtout qui composera la liste. Sur un autre sujet, Emmanuel Macron s'était engagé à revenir dans les vallées après la tempête Alex. Est-ce qu'il va le faire ? Je le pense, je l'espère, je le souhaite. C'est plutôt quelqu'un qui, depuis le début de son mandat, tient parole et tient promesse. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il reste extrêmement attaché pour savoir comment se déroule la reconstruction de nos vallées. On a les ministres qui sont vraiment, j'allais dire, on a eu le ministre des Transports qui a encore fait une annonce qui pousse le gouvernement italien à accélérer les travaux pour la réouverture des tunnels de Tente. Donc le gouvernement français est vraiment, j'allais dire, en permanence au suivi de ça, ainsi que le président de la République. C'est un sujet qui est abordé avec le préfet à la reconstruction, le président de la République et moi-même, j'allais dire, toutes les semaines. Donc je pense qu'il reviendra. Après, je ne sais pas ce que va réserver la situation sanitaire et d'autres choses, donc je ne peux pas le dire. En tout cas, c'est quelqu'un qui tient parole, c'est un homme de parole. On voit bien que tous les fonds sont en cours et sont en train d'être versés, que les aides ont été présentes, ont été là. Donc je ne doute pas que s'il est en capacité de venir, il viendra. Et c'est déjà terminé, Azur Politique. Merci beaucoup, Alexandra Valletta-Ardisson, d'avoir été sur ce plateau.